La transformation de notre industrie s'accélère. Nouvelles normes, nouveaux usages, ateliers numériques, digitalisation de la relation client, e-commerce, Web2Pack, l'industrie de l'emballage est en pleine révolution. Je m'appelle Thomas Otax, je suis le CEO et cofondateur de Paquitou. Chez Paquitou, nous digitalisons la gestion commerciale des industriels du packaging. Dans ce podcast, les Paquitalks, nous abordons ce sujet avec celles et ceux qui font l'industrie de l'emballage d'aujourd'hui et de demain pour vous inspirer dans votre propre transformation numérique et managériale. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reçois Antoine Roux, le fondateur et CEO de Print-O'Clock, un des leaders français du Web2Print à destination des professionnels, autrement dit un des leaders français des sites de vente en ligne de support de communication personnalisable à destination des professionnels. Salut Antoine. Salut Thomas. Je suis ravi de te recevoir Antoine pour ce 6e épisode des Packy Talks et la fin de notre première saison. Pour nos auditeurs et nos auditrices, on s'est rencontrés en visioconférence lors du premier confinement en mars 2020, quelques jours après le début du confinement donc. On a bien accroché et depuis on se suit. Alors j'ai souhaité t'inviter aujourd'hui pour que tu nous partages un peu ton histoire, comment tu as commencé l'aventure Print-O'Clock, ce qu'est le pure web to print par opposition aux imprimeurs de labeur traditionnels, que tu nous partages ta vision pour le futur du web to print et comme on est, je sais pas qui tout, plutôt spécialiste du packaging et de l'emballage pour employer le terme français, j'aimerais que tu nous partages ton avis et ta vision sur ce métier voisin, connexe, cousin au print. On va en parler pendant ce podcast, mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc, Antoine Roux, moi j'ai démarré dans le print par un pur hasard. En gros, moi j'étais manager d'artistes à l'époque de mes études, mes années étudiantes, et j'ai cherché un complément de revenu à ma petite association. Et j'ai démarré en faisant de l'amalgame de flyers avec mon petit réseau local toulousain. Et j'ai trouvé le métier passionnant. Du coup, j'en ai fait une activité à part entière. Rapidement donc une société, C'était ensuite quand ça, à peu près? donc ça a démarré en 2005. La genèse vraiment, c'était 2005. Ok. Voilà, j'étais en plein dans la musique, c'était ma passion, et cetera. Le flyer, c'était vraiment un gagne-pain à côté, accessoire pour pouvoir, vivre de sa passion, en gros. C'est comme Ok. ça que je le concevais et voilà et de fil en aiguille, l'histoire s'est écrite, une belle histoire. Tu lances Print O'Clock en quelle année? Donc 2008. En gros, 2005, je suis en association, je suis focus, musique. 2006, je lance ma première structure, une entreprise individuelle, donc Kilim, à destination des métiers du spectacle. Donc je fais du flyer, de l'affiche pour les festivals, les producteurs parisiens, tout ça. Ça connaît un beau succès, on fait 2 millions, je fais 2 millions très vite. Et en fait, je décide de processiser en fait tout ce que j'ai pu vivre, tous les échanges téléphoniques, mails, etc., etc. Et globalement, je me dis voilà, je réponds tout le temps aux mêmes questions. C'est voilà, si mon client envoie le fichier à tel moment, quand est-ce qu'il va pouvoir être livré? Il me demandait ça sans arrêt. Et les gens Mhm. m'appelaient 3 fois, quoi. C'est-à-dire, ils m'appelaient à 9h du matin, puis en fait, ils n'étaient pas prêts. Ils me rappelaient à 17h, puis ils me rappelaient le lendemain matin à 9h30. Et donc là, je décide de faire un tableau dynamique qui gère le délai, le prix, et puis l'e-commerce d'une manière plus générale. Et à cette époque-là, 2008, il y avait déjà Vistaprint qui était le gros mastodonte américain et il y avait cette tendance. Tu étais dans les premiers à monter un site de vente en ligne de support de communication personnalisable? Alors, dans les premiers, oui, il y avait déjà effectivement quelques acteurs. C'était naissant, quoi, en fait. C'était vraiment naissant. Nos concurrents à l'époque, il y avait un gros français, le français qui était le plus gros, c'était Rapid Flyer. Ok. Et ensuite, il y avait deux, trois boîtes comme la mienne qui se lançaient, qui bricolaient, quoi. Enfin, qui Hmm. bricolaient, qui se testaient, qui se cherchaient. Et enfin, il y avait des acteurs allemands. Vistaprint, je dirais que c'était pas du tout sur le même marché à l'époque. C'était vraiment du B2C. Ok. Et voilà, c'était de la carte de visite gratuite. Enfin, on se rappelle de leur mécanique d'acquisition pour les anciens du démarrage. Mais globalement, ils répondaient pas à des gens qui avaient des besoins en com. Mhm. Besoins en com, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il faut se rappeler. Donc, c'était tout démarrage. Donc, la com, c'était des flyers, des affiches. Voilà, c'est ce genre de produit.
OK. Alors avant de parler de Print O'Clock, juste sur ton parcours, tu dis que tu manageais les artistes et encore, étudiant à ce moment-là justement, c'est quoi ton parcours? Tu as fait quoi comme études? Moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait TBS à Toulouse, j'avais fait une prépa avant, voilà, et un petit cursus à Barcelone, une école de commerce aussi. OK. Et voilà, avec une, je sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, je crois une majeure ou une option entrepreneuriale, création d'entreprise. Je savais déjà que voilà, j'étais C'est fait pour entreprendre. parfait. Alors Print O'Clock, c'est 2008, on est en 2023. En quelques chiffres, ça donne quoi? Donc aujourd'hui, bah, le budget 2024 Print O'Clock, c'est 19,5 millions de chiffre d'affaires. 80 personnes, un plan d'investissement de 3 millions l'année prochaine sur de nouveaux matériels, notamment nouvel atelier, enfin extension de l'atelier. Voilà, et puis une seniorisation aussi, au-delà des postes, une seniorisation du management avec des gens capés qui ont rejoint Print O'Clock. Super. Et alors du coup, avec ce changement de management ou du coup, en tout cas, cette seniorisation du management, ton job, aujourd'hui, c'est lequel et il va évoluer, dans quelle direction toi en tant que CEO? Puisque on se rappelle, hein, tu disais, 2005-2008, tu bricoles, tu es imprimeur en chambre, je pense que Exactement. tu gères quasiment ça tout seul. Aujourd'hui, tu as 80 personnes, 19 millions de chiffre d'affaires à faire tourner. Tu as déménagé et là, tu as grandi déjà ton nouvel, atelier. C'est quoi, ton job au quotidien? Alors là, mon job depuis quelques mois, c'est vraiment d'onboarder ces nouveaux collaborateurs, ces nouveaux talents. Mmh. Parce qu'effectivement, ils sont plus capés, mais il faut que la culture d'entreprise infuse, que les process soient raccords, entre les uns et les autres et avec moi évidemment. Donc là, j'ai un vrai boulot de CEO. Vraiment, je suis quand même très, très dans les opérations, que ce soit du market, de la prod et cetera. Vu que je connais bien, évidemment ma boîte, j'arrive à bosser vite, mais je suis vraiment dans les opérations. Demain, je pense toujours rester quand même proche des opérations parce que je crois beaucoup à l'amélioration continue. Je crois beaucoup que des gens expérimentés peuvent driver, au moins donner les bonnes directions et être support. L'objectif, c'est d'être support, en fait. Mon rôle, ça devrait être d'être support de chacune de ces directions. Et puis après, laisser l'espace nécessaire, c'est un équilibre au manager pour voler de ses propres ailes et pour imposer sa marque, son empreinte. Et Mmh. donc, demain, mon rôle, il y aura toujours une partie opération, j'en suis convaincu, mais il y aura aussi une partie extension, développement stratégique du groupe. OK, alors on va rentrer un peu plus dans le détail. J'ai une question. Un spécialiste du web to print comme toi, c'est quoi? Est-ce que c'est avant tout une plateforme qui après sous-traite des jobs à d'autres imprimeurs? Ce que tu faisais à l'époque de l'imprimerie de labeur et là aujourd'hui tu nous parles déjà d'atelier, chez toi, mais du coup, manière philosophique, c'est avant tout une plateforme, une technologie? Ou c'est une plateforme et un atelier, ça va de pair, ou c'est un atelier qui va vers le web? Toi, tu le vois comment et est-ce qu'il y a un consensus là-dessus? Bah, tu as les trois types d'acteurs qui existent hein, sur notre marché. Mmh. Je dirais que l'imprimeur qui devient web to print, il y a très peu de success stories, mais il y en a quelques-unes, voilà, bon, qui sont pas devenus des leaders, si tu veux, mais qui ont réussi à développer un segment de marché intéressant. Il y en a quelques-uns. Je pense que avant tout, le métier, Tu peux nous en citer, 1 ou 2 comme ça de référence? bah, je pense par exemple, j'ai lu comme tout le monde, je pense l'article qui cite Chorus, Ouais. voilà, si j'ai bien compris, après avoir vendu la division packaging, s'est retrouvé avec cette imprimerie de labeur spécialisée dans la brochure et a lancé ce site, l'imprimerie à réaction, Ouais, c'est l'imprimerie à voilà, réaction. et qui visiblement représente, je sais plus si c'est 30% ou 50% de leur activité, donc c'est significatif. Mmh mh. Et ça semble bien marcher, mais il y a très très peu d'exemples. C'est-à-dire que sur Toulouse, quand je me suis lancé, il y avait quand même beaucoup d'imprimeurs de renom avec lesquels je travaillais puisque je n'avais pas de parc machine.
Ces gens-là, ils ont eu l'opportunité, en fait, tous, ils m'ont tous rencontré. Moi, j'avais rien à l'époque. Ils ont tous eu l'opportunité de s'associer. On aurait été plus fort, hein, évidemment. Ils l'ont pas fait. Je pense qu'il y a, voilà. Donc, je pense que le modèle, l'ADN d'un imprimeur tel qu'on pouvait le trouver il y a 15 ans et l'ADN d'un web-to-printer, c'est deux écoles très différentes. Euh, voilà, donc pour répondre à ta question, pour moi, il faut un mindset, un focus e-commerce. On est quoi? On est un canal de vente e-commerce. Donc avant de dire qu'on sait faire tel ou tel produit, qu'est-ce qu'on sait délivrer à un client par ce canal de manière la plus fluide possible. Donc il faut avoir évidemment une maîtrise de l'e-commerce. Voilà, pour moi, le web to print idéal, c'est quelqu'un qui cumule les deux. C'est-à-dire qui a un parc machine, un atelier de fabrication et également qui connaît évidemment les codes de l'e-commerce. Une plateforme, bon, il y a effectivement des plateformes qui fonctionnent très bien, mais je crois moins à ce modèle. Je crois moins à ce modèle quand on fait du pur web to print. Pourquoi? Parce que c'est un modèle en cascade avec généralement beaucoup d'offshore et je trouve que ça va moins dans l'air du temps. Il y a une moins bonne maîtrise. Voilà, sincèrement, je crois peu à ce modèle. Pour moi, la pure digitalisation à ce moment-là, c'est-à-dire ne pas avoir d'imprimerie, ok, mais il faut faire de la tech et de la pure tech, pas de l'e-commerce. Donc des sociétés comme Gelato, etc. Pour le coup, elles ont un modèle beaucoup plus tech. Mais si on veut faire de l'e-commerce, je crois qu'une société intégrée, elle est beaucoup plus puissante. Super intéressant et aujourd'hui, ton atelier, il produit 100 de ce que tu vends? Ou tu as quand même un petit peu d'hybridation avec des segments ou des produits, des maximums de quantité que tu gères plus et que tu vas sous-traiter? Tu vois, c'est quoi à peu près dans les chiffres, dans les faits, dans les gammes produits? Alors, très clairement, en fait, aujourd'hui, nous, on ne produit pas ou plus l'objet publicitaire. On l'a produit sur un segment enfin, plutôt sur des quantités particulières pendant quelques années. On a arrêté de produire l'objet publicitaire. C'est un tout petit marché chez nous. On ne produit pas non plus le textile. Voilà, donc tout ça, ça représente vraiment une part marginale de notre activité. Et ensuite, effectivement, c'est plutôt de l'ordre de la finition sur des Mmh. produits papier ou autres, par exemple le rembordage de documents qu'on va pas réaliser chez nous, etc. Donc, en termes de valeur, on produit entre 70 et 80% du chiffre d'affaires chez nous. Bien noté. Donc, si je résume un petit peu avant de passer à d'autres questions, le top, le Graal selon toi, et c'est ce que je pense que tu déploies, hein, aujourd'hui chez Print O'Clock, c'est d'avoir les 2, hein, l'alliance d'un véritable savoir-faire, sur l'e-commerce et une maîtrise des process, des équipements, parce que j'imagine, tu parlais pour rendre un service au client, évidemment, garantir des délais, garantir une certaine forme de qualité puisque tu as la main mise. Mais c'est aussi intégrer de la valeur ajoutée. Parce que sinon, effectivement, si tu es une pure plateforme, tu te sépares de cette valeur ajoutée que tu vas transmettre à tes partenaires. Donc ça c'est plutôt bien noté. À quel point c'est ton chiffre d'affaires, il est automatisé? Je dirais qu'entre la commande Ouais, et le produit expédié sur le quai, alors tu vas me dire, il y a quand même des opérateurs. J'ai visité tes ateliers, il y a quand même des gens qui opèrent, hein. C'est pas des machines qui évidemment. tournent toutes seules, hein. Il faut les charger, les décharger, faut séparer les poses, enfin, il y a un certain nombre de choses qui se font encore manuellement. Mais voilà, dans les grandes lignes, pour toi, c'est quoi qu'il faut automatiser obligatoirement? Et où est-ce qu'il reste, de l'optimisation encore, tu vois, après toutes ces années de travail que tu as menées? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris le début de la question. Je pensais que tu me demandais si on faisait du chiffre d'affaires sur devis ou des choses comme ça. On va y venir, on va y venir. Ok. Euh, Globalement, sur la partie automatisation, nous, ce qu'on a mis en place, c'est un ERP maison OK. très tôt et des process vraiment propres, internes. Donc, on a réfléchi à une organisation parfaitement adaptée qu'on a codée de manière tout à fait singulière pour avoir
ce qui nous semblait être une bonne organisation. Donc ça demande de la maintenance, du temps, etc. Mais on arrive à quelque chose de bien. Donc ça veut dire que quelle que soit l'opération réalisée chez nous, il y a une notification dans le système, c'est-à-dire que un produit est pelliculé ou il est plié ou découpé ou autre. Les opérateurs ont des douchettes, mais depuis 2013, hein, je crois, chez nous. Et donc, voilà, tout ce système permet d'avoir des remontées d'infos, etc. Donc, je dirais que tout est tracé, tout ce qui est en interne est tracé. Ce qui va Depuis le être... depuis la commande, c'est-à-dire que le client, Tout il à passe fait, une commande, le tout à fait. produit et ses attributs de personnalisation vont se décomposer comme il se doit pour arriver avec les instructions aux opérateurs et cetera. Exactement. Et tout ça, ça a été fait donc à la main, entre guillemets. Maintenant, pour aller plus loin dans l'automatisation dans nos métiers, il y a le sujet de la bobine rotative et des outils de finition intégrés en ligne ou hors ligne. Et donc ça, c'est notre sujet un de nos sujets de travail du moment. D'accord, et là, aujourd'hui, au-delà de cette gestion, bobine ou finition, en ligne, hors ligne, hem, quelle est la quote-part qui reste encore manuelle parce que c'est une part résiduelle qu'on ne pourra pas enlever? Vous traitez quand même beaucoup de jobs très hétérogènes, donc il y a quand même, j'imagine, du travail manuel, mais plutôt au niveau des opérateurs, sur les fins de ligne, Qu'est-ce que tu appelles manuel en fait? C'est ça bah, que... ce que je vais appeler automatique, c'est, tout le flux de commandes, qui va se déverser dans l'ERP, donner les instructions, peut-être passer les achats, en automatique, ou évaluer les niveaux de stock, repasser les commandes, et cetera. Il y a la première opération manuelle faite par un opérateur humain. C'est quoi? C'est construire un planning de fabrication ou ça aussi ça se fait en automatique? Non, Ça va être ça, ça ça va se être fait charger les feuilles, faire un amalgame, alors, complexe multi-job, c'est quoi en fait la première opération normalement, qui ne dépend plus du pur système informatique? alors, je te dirais que sur chaque poste, il y a des opérations manuelles. Quand tu cites le fait de remplir un bac de papier, évidemment, mais pour chaque opération, les manipulations, enfin, c'est pas robotisé chez nous. Donc, c'est-à-dire que il y a des ruptures de charge entre chaque étape du process aujourd'hui. Et c'est ça qui différencie un peu le monde de la bobine, en l'occurrence. Ouais. Voilà. Maintenant, ça serait très très long de répondre à ta question, ça dépend des produits, je te dirais. Oui. C'est-à-dire que on a aussi développé des scripts qui vont faire de l'amalgame, de l'imposition automatique Mmh mh. sur tout ce qui est imprimé chez nous. Donc il y a Yes. de l'algorithmie, on a développé de l'algorithmie qui va aller mixer, faire de la multi-imposition automatique à la volée. Donc clairement, en fait, des commandes qui arrivent, elles ne sont pas suivies en tant que telles chez nous. Ok, c'est des flux de commandes qui sont gérés. Donc, ce qu'on va gérer, nous, effectivement, c'est le volume de ce que représentent ces commandes-là. C'est-à-dire qu'on va dire, bon, ben là, demain, par exemple, on a tant de prod qui est affecté à cette machine. Voilà, on va trouver des solutions si la machine est trop chargée, globalement. OK. Voilà. Mais on ne va pas gérer les commandes individuellement. Personne ne connaît les commandes individuellement, c'est pour répondre à Mmh. ta question. Par contre, effectivement, chacun manipule cette commande à sa manière, sur chaque poste, mais sans savoir que c'est la commande de monsieur X ou Y. Et l'amalgame d'ailleurs, ça c'est quelque chose de fondamental, hein, dans le web to print. Je vais pas dire parce que certains vont nous écouter, vont dire, chez un imprimeur, on va amalgamer, des pages entre elles et cetera sur les impressions. Mais vous amalgamez de fait, des commandes. Vous faites, aux États-Unis, ils parlent de job ganging, donc on consolide des commandes sur la Mhm. même feuille, et cetera. Donc ces fameux algorithmes que vous avez et qui vous permettent d'ailleurs de le faire de façon automatique. Mais ça, c'est Mhm. fondamental chez vous, c'est le quotidien, c'est En fait, même le nerf de la guerre. ça répond à deux choses. La première, c'est historique. Nous, on vient de l'offset, on va dire qu'on tirait énormément d'offset. L'offset, Mmh. c'est quoi la problématique? C'est de diminuer les coûts fixes. Ok.
Donc l'amalgame, en gros, tu divises ton montant de coût fixe, qui correspond à des plaques, globalement, à un calage machine, etc. Et c'était très ancré comme ça, tous les calculs enfin, de toute manière, tu as des coûts fixes. Hein. Les plaques, c'est des coûts fixes. Le calage, c'est un temps, etc. Donc, ce coût fixe, tu essayes de le diviser par un nombre de clients maximum sur ta planche, sur Mmh. ton job. Donc, sur l'offset, ça répond à cette problématique-là. Sur le numérique, pas du tout. Puisque le numérique, tu n'as pas de frais fixes en tant que tel, si tu es automatisé, etc. Ça répond à la finition. C'est-à-dire que la question qu'il faut se poser, c'est enfin, comment je peux optimiser ma finition. Donc la contrainte, elle est ailleurs. Elle n'est pas économique en l'état. Économiquement, imprimer 10 fois 3 feuilles ou 30 feuilles, c'est la même chose. Ça coûte le même Mmh. prix. Ce qui va être déterminant, c'est la finition. Est-ce que je peux optimiser ma finition si j'amalgame? Et donc, en fonction des outils et du schéma industriel qu'on va mettre en place, on va personnaliser sa réponse. Donc nous, c'est pour ça qu'on amalgame, parce qu'on est parti de la finition, parce qu'on gère des gros flux de petites commandes. Petites et moyennes commandes. Tout à l'heure, tu avais pas Je sais forcément pas si bien c'est très compris. clair, hein, mais Ouais, voilà. ouais. Non, en tout cas pour moi ça l'est, mais peut-être bien expliciter à la limite avant de passer à la question d'après, ce que tu veux dire sur cette contrainte de la finition. Par finition, là, tu parles d'ennoblissement ou tu parles De de découpe, de découpe? conditionnement, Voilà. de qu'est-ce qui se passe après, en fait. Ouais. Donc, dans le packaging, admettons que tu aies une machine, je dis n'importe quoi, qui va passer des étuis en découpe et en collage multiposte. Je ne sais pas si ça existe, je pense pas, mais par 5. Tu es 5 margeurs pour le même job. Hein, tu as des Mmh. étuis du même format, etc., qui doivent subir la même transformation. Bon, mais si tu peux les passer par 5, c'est mieux que de les passer par un. Voilà, donc du coup, plutôt que tu aies un opérateur qui prenne un job, qui le traite, qui en prenne un deuxième, etc., si tu peux les passer par 5, c'est plus smart. Bon, mais dans le print tel qu'on l'opère, c'est la même chose. Si sur un job, tu as 20 ou 25 cartes de visite que tu vas découper et conditionner, c'est plus smart que de découper des tout petits paquets de 5 ou 10 feuilles. Tout à fait. OK, Voilà. Donc donc c'est pour bien préciser. tu vois, Ça va, c'est comme tu disais, ça va même jusqu'au conditionnement et toute la réflexion, exactement, c'est qu'en fait, tu traites des flux en fait un peu plus importants qui te permettent d'avoir de meilleures séquences. une continuité. OK. Donc je te disais tout à l'heure, tu avais peut-être pas compris le début de la question, mais c'était effectivement, c'est un sujet très intéressant. Hem, Entre le flux qui est totalement automatisé, c'est-à-dire un client chez toi, d'abord c'est des professionnels, hein, Print to Clock s'adresse aux professionnels. Tout à fait. Donc tu as une partie importante du flux qui est de la commande qui tombe toute seule dans vos systèmes avec des visiteurs, réguliers, nouveaux, et Mmh. cetera. Et j'imagine qu'il y a aussi des demandes, via, votre formulaire de contact, ou bon, alors de nous, ce qu'on connaît, il y a ceux qui vont faire, une demande de contact parce qu'ils ont envie de parler Mmh. avec quelqu'un et en fait, il va être redirigé vers, une fiche produit parce qu'en fait, ce qu'il demande, ça existe et c'est au catalogue, il a juste pas pris la peine ou il a pas trouvé l'information tout seul. Puis il y a quand même des vraies demandes peut-être un peu plus sur mesure, avec des niveaux de finition ou des typologies de produits, qui sont pas référencés. Comment vous les traitez? Est-ce que c'est un gros flux d'activité, pour vous? Non, c'est assez marginal. On les traite avec des chargés de compte deviseurs. Globalement, la majorité du flux, ça va être des conditionnements particuliers qui vont être demandés, des multimodèles, voilà, des choses comme ça. Euh, Quelques moutons à 5 pattes. Donc, quand il s'agit d'un gros tirage, on va faire l'effort de viser un peu à l'ancienne. Mmh. Quand il s'agit, par contre, d'un tout petit tirage, on va décliner parce que ça sera moins notre cœur de métier. Voilà. Mais concrètement, c'est plus des demandes de devis qui sont posées parce que le site ne propose pas certaines options en shipping ou en multimodal. Et du coup, il y a un niveau de marge qui est différent de celui que tu peux appliquer en ligne? Euh,
Non, 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 pas nécessairement, hein, pas nécessairement. Il y a la même typologie de marge qu'on va pouvoir retrouver. Voilà. Et c'est des clients différents ou c'est potentiellement les mêmes clients qui vont, dans 90% des cas, vous faire des demandes via le site et puis 10% des cas où ils vont vous demander un mouton à 5 pattes, un condis particulier. C'est ça. C'est plutôt des clients réguliers ou alors des primo Ouais. entrants. Voilà, mais il y a quand même une grosse partie de gens qui demandent des choses qui sont sur le site parce qu'ils les ont pas trouvées. Donc on essaye d'analyser, nous, pourquoi ils l'ont pas trouvé, comment Mhm. mieux baliser notre site ou autre. Ça permet aussi de s'interroger sur la performance du site, enfin sur le BUI du site, etc. Si on remarque qu'on a tout le temps quelque chose qui est demandé alors qu'il Oui, je précise, hein, user interface, donc sa présentation, quoi, sa c'est ça, simplicité d'utilisation. l'ergonomie du site et Hmm. comment c'est fléché, quoi. Ok. Mhm. Autre sujet, un peu plus peut-être personnellement, enfin concernant personnellement, je le disais en introduction, on s'est rencontrés pendant l'épisode Covid. Brutalement, tout s'arrête. La crise, elle va être assez sévère pour l'imprimé commercial et les supports de com. C'est normal. Fin des salons, fin des festivals et des autres événements, donc fin des déplacements. Les gens ne s'échangent plus de cartes de visite, il n'y a plus de flyers, plus d'affiches. Premier jour, tu es un peu abattu, j'imagine. Puis tu réfléchis et là, tu te dis, mais attends, on va vendre des masques. Mhm. Et là, Alors, ça redécolle. j'étais pas abattu au départ. Enfin, j'étais abattu comme tout le monde par rapport, enfin, au contexte, on va dire. Ouais. Pour autant, d'un point de vue pro, je me suis dit, ah, on va enfin avoir le temps de bosser sereinement sur des sujets de fond. Ok. Donc, on a commencé par bosser vraiment la tech, le market, les actions de fond qui passent toujours, qui ont tendance à être reléguées en second plan Mhm. au départ. Mais effectivement, le business s'effondre. Donc, moins 90, moins 95% de chiffre d'affaires. Donc ça va, voilà, quelques semaines. Tu te dis, je bosse bien mes sujets de fond. De toute façon, ça va réouvrir dans pas longtemps. Et puis, tu te rends compte que ça va pas réouvrir tout de suite. Ouais. Donc, là, en fait, c'est des copains qui m'ont poussé, des copains entrepreneurs, euh, Monsieur T-shirt, par exemple, qui m'a appelé une fois, et puis une deuxième fois, et qui m'a dit, mais moi, je sais coudre, etc. Toi, tu sais imprimer, tu sais découper du tissu, etc. Est-ce qu'on fait pas un truc ensemble, quoi? Et Ouais. donc, en fait, une fois, deux fois, et donc, du coup, on s'est lancé là-dessus en prod et puis en sourcing, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas répondre à la demande avec Et notre ça, volume, quoi. ça vous a bien aidé, je dirais en termes de chiffres, de marge, de tout, sur cette période-là et puis après, ça reprend. Le confinement s'arrête donc finalement, est-ce que pour toi, il y a eu quand même un effet Covid, où, d'un point de vue chiffres, marge quoi, mais sans les communiquer, mais où finalement tu as réussi à inverser la tendance en proposant et en réagissant ainsi? On n'a jamais eu de chiffres aussi forts que ces journées Covid. C'était pas calculé au départ. Je pense que c'est là où un entrepreneur, quand il est à la barre de sa boîte, est capable de réagir ultra vite. Parce qu'effectivement, pendant 3 semaines ou un mois, j'ai pas réagi. Et quand j'ai lancé le truc, en 15 jours, on s'est fait surinonder de commandes. On a été obligé on a été sold out très très vite. On faisait venir des containers. Et surtout, ça a été, je pense, une expérience aussi partagée avec les salariés, parce qu'en fait, plus le temps passait, plus on commençait à désactiver certains services. Service client, par exemple, bon, t'as plus de commandes, bon, bah, tu les mets off. Mmh. Au fil du temps, tu te dis, bon, bah, telle personne au marketing, est-ce qu'on la met pas off? Alors tu la mets off 2 jours par semaine, etc. Et puis, tu lances cette activité, et là, tu te dis, ah, mais attends, là, le site, il faut qu'il fonctionne en fait sur mobile, parce que les gens ont commandé sur mobile. Donc, il faut qu'on reprenne notre ergonomie mobile. La prod, il va falloir gérer des stocks. On n'a pas de notion de stock chez nous, donc tech, etc. Donc, ça a été, la boîte, elle a été en effervescence, quelque chose de dingue, 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 dingue. Et on s'est improvisé sur un nouveau métier, quoi. Vraiment, totalement.
avec des gens qui avaient un esprit aussi aventurier. Enfin, moi, les gens que j'ai rencontrés aussi, je les ai perdus de vue depuis, mais c'était des purs entrepreneurs, opportunistes, entre guillemets, on dira, ça c'est peut-être le mauvais côté de la médaille, mais le bon côté, c'est que c'était des gens qui avaient la niaque et qui cherchaient des solutions, voilà, qui n'étaient pas enterrés chez eux, et ça a été assez grisant, à la fois en externe, mais aussi pour les équipes. Et je pense que c'était bon aussi pour les équipes, parce qu'on les a réactivés. Et en fait, on Ouais. s'est retrouvés complètement sous l'eau. Sincèrement, on a fait des journées où on faisait 3 fois le chiffre d'affaires, des meilleures journées historiques de Printo, ou 4 fois le chiffre d'affaires. C'était complètement dingue. C'est incroyable. On a Et obligé toi de changer de serveur, de surdimensionner les serveurs. Enfin, ça a été un truc assez incroyable. Euh, voilà. Bah, bravo, bravo encore pour ça. Et preuve de ton esprit entrepreneurial et au-delà de ta résilience pendant la période Covid, 2021, tu lances Yoga, une nouvelle marque de produits, cette fois-ci à base de CBD Tout français à et fait. bio, et t'embarques ton frère au départ de l'aventure, d'ailleurs, je crois. Exact. Exact. Tu nous partages un petit peu aussi les détails de cette incroyable aventure yoga? Ouais. Ouais, moi je vis, effectivement, je suis un entrepreneur parce que je vis ça comme des passions, comme des livres que je lis ou que j'écris peut-être plutôt. Et donc, c'est ultra grisant, quoi. Moi, j'adore mon métier pour ça, parce que c'est un métier de passion. Donc, yoga, globalement, j'ai un gros passage à vide familial à un moment. Et donc, je commence à faire du yoga. Je perds le sommeil. Je commence à pratiquer du yoga à haute dose, du kundalini, donc c'est l'exercice respiratoire d'hyperventilation pour me rebooster, en fait. Parce que je veux pas tomber, je veux pas faire de dépression, en gros, mais je sens que ça monte. Je crois que tout le monde y est sujet un jour ou l'autre dans sa vie. Et donc, là, j'essaye de me prendre en main. C'est mon côté un peu entrepreneurial à rebondir et tout. Donc, yoga à fond, je suis bien entouré, etc. Et puis, je commence à goûter du CBD pour dormir. Et tout ça, en fait, ça fait un combo gagnant. Et il y a un mois, je suis reparti à fond. Et là, je me dis, je peux pas laisser passer ce truc-là, il faut que je le partage. Donc, deux solutions. Soit je pousse le yoga pour devenir prof de yoga, mais voilà, je prends plutôt l'option B, qui est de creuser le sujet du CBD. Et étant donné que c'est un sujet politique qui est très très maltraité en France, ça pique ma curiosité, ça me donne envie en fait de le pousser. Mon côté un peu iconoclaste à me dire, voilà, aujourd'hui on est complètement arrière en France sur ce sujet-là. C'est une molécule inoffensive, etc. Elle est stigmatisée, caricaturée, tout ce que tu veux. Et du coup, je pars sur ce sujet-là. Mon frère est agriculteur, il fait du foie gras dans les Landes, du canard. Et donc, il plante du maïs, du soja, tout ça. Et en fait, on lance un champ. J'en parle à mon beau-père, à la grand-mère et tout. C'est une histoire familiale aussi assez délirante pour le coup. Enfin, délirante, c'est pas le mot parce que c'était sérieux et on le fait avec sérieux, mais assez passionnante. Et voilà, on se rend compte que c'est aussi compliqué. Voilà, il y a aussi des complications dans cette agriculture-là. Mais voilà, on le fait, donc je lance cette marque, effectivement, que j'ai toujours, qui vit toujours, qui est une belle marque distribuée en ligne et en réseau retail. OK. Et donc pour continuer l'aventure entrepreneuriale, ou en tout cas sur ce sujet-là, et familiale, tu me partageais que tu as recruté 2 de tes sœurs chez Print Clock cette année. Qu'est-ce que le travail en famille représente, aujourd'hui pour toi et dans le cadre de la vision que tu peux avoir pour ton groupe? Eh bien, effectivement, c'est peut-être encore une vision. C'est vrai que c'est un peu une vision que j'ai eue en me projetant dans les années futures. Je me suis dit que travailler en famille, ça serait un gage de pérennité pour la boîte et d'assises. Et un peu sur le modèle finalement un peu old school allemand, que je trouve quand même vraiment pas mal quand tu vois les tissus industriels et ces boîtes, ces PME familiales, mais qui sont devenues grosses et imposantes. Voilà, donc un peu sur ce modèle un peu old school, qui me caractérise pas, mais pour le coup qui humainement m'a plu. Et donc j'ai proposé à mes sœurs qui étaient en poste
depuis des années dans des grands groupes de me rejoindre pour essayer de créer un groupe industriel. Et j'ai aussi recruté des gens qui pouvaient permettre, qui sont un peu la famille aussi pour moi. C'est la famille un peu au sens large. Voilà, en se projetant et en se disant que l'objectif ultime, c'était de créer un groupe industriel. C'était pas de vendre sa boîte. OK. Donc, tu t'inscris clairement dans la durée. Exactement. Ce qui n'était pas le cas au démarrage, évidemment, comme tu l'as compris, mais qui aujourd'hui est le cas parce que je trouve ça hyper passionnant d'avoir, en fait, d'être présent sur toute la chaîne, quoi. C'est-à-dire que tu as plein de problématiques partout, que ce soit en digital jusqu'en physique, et tu produis pour des gens, tu as des clients, etc. Enfin, c'est très, très complet. Et du coup, c'est passionnant et grisant pour les équipes, quoi. C'est aussi une preuve, s'il en est, en tout cas tel que tu le présentes, bon d'une vraie vision, hein, à plus long terme désormais et hem et donc j'en reviens un petit peu au sujet, vision de marché. Le web to print, c'est un marché mature où il y a encore beaucoup, beaucoup à construire? Ou alors, de cette base-là, les relais de croissance désormais sont, sur, d'autres segments de produits? On va parler de packaging, tu en vends sur Print O'Clock, certaines gammes, hem, Ouais, de manière très marginale, quoi, aujourd'hui. très marginales. Mais, voilà, ça veut dire que tu crois en l'avenir, selon toi, ma question c'est le web to print, ça va continuer de grossir et ça continue de grandir. D'ailleurs, j'ai pas Mmh. je voulais te poser tout à l'heure la question, hein, tu peux y répondre là, est-ce qu'il y a une croissance continue et tu vois, Ouais. sur ce segment-là? Et puis, voilà, quelques projets d'avenir, qui rentrent dans ta vision et en lien avec ce marché. Ouais. Alors, pour répondre à ta question, oui, c'est un marché mature. Aujourd'hui, s'improviser imprimeur en ligne généraliste, c'est quand même compliqué, même s'il y a de belles histoires. Je parlais de Chorus tout à l'heure. Je sais plus quand ils ont démarré, mais assez tard, je crois, vers 2019. Donc ça peut exister. Je pense que le web to print, en fait, c'est quoi? C'est donner la possibilité à des clients de commander en ligne sans trop se prendre la tête, en fait. C'est comme là, on fait une visio, je suis pas venu à Pau, je me suis pas déplacé. Et en plus, c'est bon pour notre bilan carbone, Thomas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, donc c'est quoi? Voilà, donc évidemment, ce marché va se développer. Pour autant, son marché support, qui est l'imprimerie publicitaire, l'édition, lui, diminue. Le marché du papier, il a baissé à la rentrée de 30-35%. Il y a des Mmh. usines qui ferment, etc. Donc le marché support baisse, le canal digital augmente, se développe. Je pense que qu'est-ce qui se passe? C'est un marché de concentration. Donc globalement, il va y avoir de plus en plus, il va y avoir une concentration des acteurs, ou alors des nouveaux acteurs qui vont être sur des niches de marché. OK. Ok. Niche de marché, Bah, cible client, produit spécifique, tout à fait. les 2, un mix des 2. Ouais, mais produit, tu vois, par exemple, le marché de l'étiquette, Mmh. c'est super bien digitalisé, hein, avec des acteurs comme Adesa et qui ont été performants sur ce marché-là. Le marché du packaging, il est annoncé comme étant quand même très sexy, entre guillemets, avec une belle croissance dans les études macro. Je, je pense que effectivement, il y aura des niches, des verticales produits ou business qui vont continuer à se développer, c'est évident. Depuis 3 ans, on a d'ailleurs, c'était le point de départ, hein, quand tu m'avais contacté. Quand justement, c'était cette période-là, avant que tu te lances sur les masques, où tu voulais réattaquer des sujets de fond, Mhm. tu voulais réattaquer le sujet PAC. Mm. Là, tu nous identifies et donc on rentre en relation et je crois que, nos échanges ont pas sensiblement changé depuis 3 ans. Mm. Tu te posais beaucoup de questions et je pense que beaucoup de ceux qui écoutent ce podcast, se les posent également. Y a-t-il un marché pour le web to pack? On a vu l'essor de quelques acteurs de référence aux États-Unis, des Lumi, des packs,
Lane, des Packable, certains ont bien performé, d'autres ont baissé. En Europe, le phénomène Packelp, depuis quelques années, on a Packly, qui lui ressemble plus à Print O'Clock dans sa dynamique, puisque c'est et un atelier et un site, Mmh. là où Packelp, c'est une pure plateforme. Mmh. On voit que les gros acteurs web2print ont des catalogues, aussi en pack. Je sais pas si on sait pas parfaitement s'ils intègrent la valeur ou pas, mais en tout cas, ils y travaillent. Et puis on voit aussi un certain nombre d'acteurs, de petits acteurs et puis, d'imprimeurs carton ou de transformateurs, carton qui se mettent à aller en ligne. On d'ailleurs, je sais pas qui tout, on les y aide. C'est quoi ton avis là-dessus? Pourquoi le pack, il est autant en retard, en quelques mots, par rapport à cet univers print? Pourquoi il est en retard? Est-ce qu'il peut rattraper son retard? Et si oui, pourquoi il va le faire maintenant et comment il va le faire, en fait? Ça va être quoi les clés de succès à ton avis? Ouais. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il est plus en retard. Je pense qu'on peut dire que le marché, c'est un produit plus complexe, plus technique, donc plus difficile à digitaliser. Mais Heu, on pourrait te dire: «Attends, quand tu fais certains imprimés avec de la découpe, des plis, tu parlais de rembordage tout à l'heure, mmh c'est quand même, en termes de finition, c'est pas simple non plus». Alors, quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est que alors pour moi, il y a 2 aspects. L'un, c'est plus technique et c'est plus, unique. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on emballe des choses, on emballe des choses spécifiques qui ont un Mmh. volume et un poids différents, donc c'est moins modélisable. Donc pas mal d'acteurs ont fait des usines à gaz pour ça et se sont peut-être un peu perdus dedans. Après, je dis ça en toute humilité parce que, j'ai pas de, j'ai pas d'évangile sur le sujet. Mais de mon point de vue, il y a cet aspect-là. Il y a un deuxième aspect clé, c'est que on emballe des produits. Alors quand on parle d'emballage primaire, d'un étui par exemple, on peut se rater sur un flyer ou autre. Par contre, se rater sur son emballage carton, son étui, là c'est le produit. Donc c'est son business qui tombe. Donc, je pense que les sociétés ont aujourd'hui encore du mal à confier ça à des gens à l'autre bout du pays ou de l'Europe, parce que c'est clé chez eux, quoi. Ça fait partie de leurs produits, c'est pas leur com. On parle plus de Mmh. communication là. Mmh. Voilà. Et donc sur le premier point, voilà, le fait que ce soit moins scalable, parce qu'il y a une notion de conseil aussi. C'est-à-dire que, ok, moi je suis fabricant de... Je l'ai vu avec Yoga, ça a été assez génial parce qu'on a eu ces problématiques-là et on a fait du packaging pour la première fois pour notre compte. Ouais, bien sûr, très intéressant d'ailleurs. Du coup, Hyper tu intéressant. achètes le pack en ligne ou tu fais comment? Et qu'est-ce que tu as vécu Exactement. là-dessus? Exactement. Et ben non, j'ai pas acheté le pack en ligne. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de conseils. Tout imprimeur que je suis. Et en plus, on a fait des packaging assez évolués avec de l'embossage, des dorures à chaud, des grosses séries parce qu'on s'est quand même implanté assez fort, beaucoup de gammes produits, de la cosmétique, une trentaine de références d'huile, etc. Et donc là, on avait quand même des PLV pour supporter pour porter ces produits. Et donc là, on s'est rendu compte aussi que la notion de conseil était clé et la notion de confiance avec un imprimeur parce que derrière, on avait un réseau de retail à livrer et du conditionnement. C'était juste un bout de la chaîne, ça. Il fallait Mmh. enfin, faire fabriquer des pots, etc. Mettre ces pots dans des cartons, mettre ces cartons dans des PLV, livrer les PLV chez un distributeur, etc. Donc, on ne pouvait pas se rater, si tu veux, sur un maillon de la chaîne, surtout quand on démarre une activité. Et donc, le conseil est clé. Chaque produit a ses particularités, sa masse volumique, on va dire, etc. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça a été peut-être un peu moins bien adressé, enfin, certainement moins bien adressé au départ que le web, que Et le si web to print. et donc ça, c'est un fait, c'est Mm. structurel. Mm. C'est pas un produit imprimé, comme tu dis, par opposition, c'est le produit. Mm. Donc du coup, ça veut dire que, le phénomène web to pack, si on parle de ce phénomène un peu récent, va se cantonner
à une certaine niche, selon toi? On voit, hein, c'est la tendance de la boîte e-commerce, effectivement pour expédier ses produits, quand on fait du dropshipping ou quand on est un e-commerçant, voilà, pour démarrer. Ça va se cantonner à ça? Ou tu penses quand même que ça quelqu'un va réussir à craquer ce sujet, à dire le conseil en automatique avec du ChatGPT, avec, j'en sais rien, de la recommandation automatique, de la construction de modèles en automatique? Est-ce que tu crois que tu penses à ça ou tu penses Non, que je crois pas à ça. Moi, je crois pas à ça. Je pense pas qu'il faille aller vers une réponse ultra technologique parce qu'on parle généralement à des petites marques. Hein. On va pas parler à des marques qui font des millions d'exemplaires parce qu'ils ont des fabricants, etc. Donc, je crois pas, mais je me trompe peut-être. Hein, c'est vraiment mon feeling. Je crois à quoi, moi? Je crois comment j'ai fait, moi? En fait, je suis passé tout simplement par Paquitou pour dégrossir le sujet parce que je pense que c'est une excellente réponse aux interrogations d'un porteur de marque. mmh Pourquoi? Parce que c'est une place de marché et qu'en fait, on va pouvoir adresser différents industriels, échanger avec eux, voir, enfin, voilà, avoir de la réassurance. Donc, moi, je suis passé par là. Je suis passé par des plateformes comme SmilePack. Pourquoi? Parce que euh, ils ont cette culture, cet ADN du web to print, de la petite série, du numérique, de la dorure numérique. Les produits sont ultra quali. Et par contre, ils ont mis aussi l'accent sur le conseil. Et donc, ils accompagnent le client peut-être de manière plus forte que sur un site de web to print. Donc Voilà. si je résume, alors t pour Pacli, je les connais pas. Pacli, ouais. je sais que ce sont des Italiens qui étaient performants, Mmh. etc., qui ont un atelier, mais je sais pas comment ils opèrent. En tout cas, si je dis dans les 2 cas, que tu parles et tu mentionnes Paquitou et en particulier la plateforme Connect, qui aide les metteurs en marché à définir leurs besoins d'emballage et à rencontrer les fournisseurs qui correspondent en termes de capacité technique et un vrai matching. Bon, cette partie-là où tu parles carrément de SmilePack qui est donc, FP Mercure, une usine en Rhône-Alpes, enfin de fabrication d'emballage, carton plat, Mhm. ton parcours démarre en ligne, dans les 2 cas. Il démarre, en ligne pour identifier, voir un petit peu les services et après le conseil prend vite le relais. L'interaction avec Non, les il démarre pas vraiment en ligne. Il démarre en ligne, non, parce que je connaissais Paquitou. Enfin, disons que moi qui suis du print, je te connaissais toi, je connaissais Paquitou, je connaissais SmilePack, je l'ai déjà croisé mmh, sur des events, etc. Donc, il démarre pas en ligne. Je m'adresse déjà à des gens un peu tu connais. que je connais, si tu veux. Partir de 0, taper sur Google étui bidule et aller au bout de ma commande, Pachelp le fait a priori en partie. Euh, mais je pense que c'est un sujet qui n'a pas été craqué, effectivement, et je ne sais pas s'il est craquable. En fait, je pense que le modèle est juste différent. C'est-à-dire que sur Print O'Clock, par exemple, pour venir à quelque chose que là, pour le coup, je maîtrise mieux, Print O'Clock, on est parti d'un système où je me suis même posé la question en le créant, mettons un numéro de téléphone sur le site. Est-ce qu'il y a besoin d'un numéro de téléphone sur le site? Parce que l'objectif, c'était tout processiser. Donc, quand tu pars de là, tu vas assez loin. Tu te dis, logiquement, il n'y a pas besoin de numéro de téléphone. Bon. Et aujourd'hui, on en est à une hybridation. C'est-à-dire qu'on essaye d'être toujours aussi bon, on va dire, sur l'aspect e-commerce, tech, etc. Mais par contre, d'amener beaucoup plus de services à nos clients. Ouais. Et donc, en fait, on hybride ces métiers-là. Et je crois que l'automatisation à outrance, et l'IA, et ci et ça, ok, l'important, c'est que le client, qu'on crée de la valeur pour le client. Donc, comment crée-t-on de la valeur au client? Mmh. Il faut qu'il soit satisfait, il faut qu'il trouve son information, etc. Et je pense qu'il faut prendre chacun de ces petits sujets indépendamment et y répondre avec une réponse adaptée aux produits qu'on vend, quoi, ou aux services qu'on vend. Très Et clair. voilà. Bon, c'est peut-être la question de conclusion, mais, Ouais. entre cette expérience, lors du covid où tu réagis très fort,
tu changes le modèle, tu vends de nouveaux produits, tu as des partenaires, faut savoir gérer des stocks. Donc il faut revoir la tech, faut revoir l'organisation, faut revoir le service. On ferme, on ouvre et puis toute cette analyse que tu as, sur ce marché, sur le web to pack, aujourd'hui, on fait face sur le marché, du pack à, une baisse des volumes. Ça fait déjà, 6-8 mois et là, la tendance 2024, c'est l'incertitude complète avec une baisse des volumes qui est quasi certaine et une contraction des niveaux de marge. Moi, je parle avec beaucoup d'industriels de l'emballage, qui se posent des questions. Comment, je préserve mon chiffre, je préserve ma marge? Donc les solutions, c'est, augmenter, le chiffre sur la base installée, aller découvrir des nouveaux clients. Donc certains s'intéressent à ces sujets. Web2Pack, c'est un nouveau canal, c'est peut-être des nouveaux clients, c'est peut-être vendre d'autres solutions. Toi, rapidement, eu égard cette expérience que tu as eue, hein, de faire face à une crise, bon là, elle est Mmh. momentanée, il faut réagir très vite, mais là, cette crise, elle est annoncée et elle risque d'être assez, significative. Si toi, tu étais Mmh. imprimeur carton, transformateur d'emballage en carton ondulé traditionnel, heu, voilà, tu ferais quoi? Je pense que, ça a rien à voir. Vous avez 4 heures, monsieur Eh Roux. ben, écoute, je vais te répondre en une phrase, je rachèterai des boîtes. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il y a, si je comprends bien, on le sait avec, l'inflation, le pouvoir d'achat, toutes ces problématiques-là, une baisse des biens de la vente de biens de consommation. Donc Mmh. les gens achètent moins de parfums, de, produits ci, de produits ça. Donc je pense que c'est conjoncturel d'une, donc là, il faut pas se lancer sur du CBD ou sur, des masques ou enfin, à moins de vouloir vivre une aventure, personnelle et de croire à un projet, c'est ça autre chose. Mais si on réfléchit de manière purement pragmatique, ça veut dire que c'est peut-être le moment et en tout cas nous, Printoclock, on est dans ce temps-là, d'opérer des croissances externes et donc de racheter des sociétés pour consolider des volumes, repenser une production, plus globale et plus massifiée. Travailler aussi effectivement la fidélisation. Chez nous, clairement, on a développé tout un service commercial avec une hiérarchie. Et donc aujourd'hui, on détecte un client à potentiel et ce client, dès lors qu'il est détecté, il va avoir deux interlocuteurs commerciaux dédiés. Voilà, un qui va faire le suivi commercial, l'état de la relation, et un autre qui va gérer toutes ses commandes, être très dans les opérations. Donc je pense en gros globalement que c'est le moment de réfléchir à soit acheter, soit vendre sa boîte, parce qu'on est dans des marchés qui se consolident actuellement. Et qu'aujourd'hui, effectivement, avec les taux d'intérêt qui sont élevés, ça devient plus onéreux d'emprunter de l'argent, donc ça freine la croissance qu'on a pu, voilà, les développements, les investissements qu'on a pu connaître les années précédentes. Mmh. Voilà, on rentre dans un truc où je pense qu'il faut se poser la question, est-ce que je grossis ou si je suis bloqué par rapport à des facteurs macroéconomiques, est-ce que je cède ou je réduis la voilure, quoi. J'optimise. C'est peut-être aussi un des Ouais. enjeux, de rationaliser ses opérations, Ça, je dirais que ça doit être le cas, ouais, c'est quel assez, que soit fil rouge, l'espace-temps, quoi. Ouais, fil rouge. c'est ça, exactement. OK. Mmh. Bon, beh, écoute, merci, pour, ce temps et ce partage. Comme toujours, hein, avec toi, c'est un plaisir. Je te remercie. Un dernier mot, ou tu penses que tu as tout dit? Un dernier message? Un dernier message, j'ai rien préparé, mais je dirais on a la chance d'être sur des produits parce que là, on parle toujours du web et de la digitalisation, pardon, comme d'un Graal. Je crois qu'il y a beaucoup, à tirer aussi, de la partie matérielle, production qu'on a dans nos métiers. Quand je fais passer des entretiens justement sur des postes marketing, tech ou autres, mais plutôt marketing, les gens souvent qui sont dans des pures boîtes tech, comme des places de marché ou autres, me disent
bah, c'est super, ça explose, les valos explosent, et cetera. Mais voilà, on gère des datas, quoi. Moi, j'ai envie d'avoir des produits, j'ai envie d'avoir du factuel. Ouais. Et donc, je pense que voilà, c'est ce qui nous, tous tes auditeurs et nous deux, tout ce qui nous passionne, c'est que même si c'est quand même complexe, voilà, l'industrie, ça repose aussi sur plein de leviers, c'est quand même assez grisant de pouvoir produire des choses, de pouvoir inventer des choses. Moi, je suis pas du tout un inventeur, mais voilà, à partir du moment où on imprime, on peut développer des produits quand même hyper sympas. Donc, c'est quand même un gros champ de jeu qu'on a devant nous et parfois, faut se le rappeler, quoi. Merci pour ce mot de la fin. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, qui sera d'ailleurs le premier de la nouvelle saison l'année prochaine. Merci à Antoine, merci à toute l'équipe Paquitou pour rendre aussi ces podcasts possibles et réalisables. Merci Salut Antoine, Romain, c'était super sympa comme d'habitude. On se reparle très très vite. à l'année prochaine. Salut Ciao, Antoine. ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Paki Talks. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager pour nous aider à motiver et convaincre des nouveaux invités à venir partager leur histoire et leur vision de notre industrie. Vous souhaitez rebondir sur ce podcast ou en savoir plus sur Paquitou? Connectez-vous sur notre site internet paquitou.com ou contactez-nous sur LinkedIn. À bientôt.